Bonjour Eric Hazan. Merci d'avoir accepté cet entretien avec Alternative Libertaire à l'occasion de la sortie de votre livre Premières mesures révolutionnaires aux éditions La Fabrique. Disons-le d'emblée, il nous a semblé en lisant ce livre que nous partagions à peu près 90% de ce qui était dit. Il y a un souffle rafraîchissant, des idées originales, notamment sur la santé. Il y a également d'autres vieilles idées, mais que vous remettez au goût du jour. Et puis parfois, il y a un certain lyrisme, de bonne aloi, mais qui nous semble parfois escamoter des réponses insuffisantes. Nous allons donc évoquer ensemble ces 90% de sujets sur lesquels nous sommes d'accord, mais dans le même mouvement, nous allons vous poser quelques questions sur des aspects qui nous semblaient un peu problématiques, voire sur quelques points aveugles, selon nous, de votre livre. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire par la situation révolutionnaire. Une situation où, comme vous l'écrivez, le pouvoir s'évapore de lui-même, comme en 1789, et où la population prend en main sa destinée, dans un certain chaos, prélude à une société nouvelle. Comme vous l'écrivez, page 33, et nous en sommes tout à fait d'accord, il faut s'opposer à l'installation d'un gouvernement provisoire et à la tenue d'élections pour une assemblée constituante. En même temps, il y a bien nécessité d'imposer une nouvelle légitimité. Comme vous l'écrivez, page 32, en évoquant mai 68 ou le printemps arabe, je vous cite, « Rien n'était pensé pour faire suite à ce magnifique mouvement populaire, l'opportunité d'en finir avec l'ordre ancien n'a pas été saisie faute de préparation. » Et du coup, le pouvoir antérieur est revenu occuper la place laissée vacante. À Alternative Libertaire, nous pensons que, pour éviter qu'un nouveau pouvoir d'État se coagule, il faut y opposer un pouvoir populaire, auto-institué, mais palpable, visible et en quelque sorte incarné. Et ça, vous ne l'écrivez pas vraiment. Alors pourquoi ? Je pense que finalement, la recette d'une bonne révolution ratée, elle est depuis maintenant très très longtemps, c'est une recette tout à fait claire. C'est une séquence, comme vous l'avez dit, révolution populaire victorieuse, instauration dans la foulée, dans les heures qui suivent, le jour même, d'un gouvernement provisoire qui est généralement composé de gens qui n'ont pas participé au combat, qui n'ont pas participé à la lutte, qui sont finalement des notables vaguement progressistes de l'ordre ancien. Et très vite, ils organisent des élections, le plus vite possible pour que personne n'ait le temps de se ressaisir. Et ces élections, comme de juste, ramènent une chambre, une assemblée, qui va représenter l'ordre d'avant, puisqu'on n'a pas eu le temps de faire une vraie campagne et de remuer réellement les idées. Donc, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets, ce sont les mêmes qui vont revenir. C'est ce qui s'est produit en France, à maintes reprises. En février 48, au moment de la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, et puis ça s'est reproduit récemment en Tunisie, en Égypte. Refuser la constitution d'un gouvernement provisoire, ça veut dire que c'est forcément le peuple qui prend les manettes. On va confier la conduite des affaires aux gens qui sont les premiers intéressés, c'est-à-dire vous et moi. La question la plus difficile, c'est une question au fond d'échelle. Qu'est-ce qui peut être résolu à l'échelle de la commune, du village, du quartier ? Énormément de choses. À condition de ne pas tomber dans les errements d'un parlementarisme local, c'est-à-dire des assemblées générales, suivies de votes secrets. Donc, à la fois, ramener à l'échelle locale le maximum de décisions et les prendre d'une manière nouvelle. La plupart du temps, on arrive non pas à un consensus de type hollandien ou radical-socialiste, mais on arrive finalement à trouver quelque chose, une solution, inventer une solution nouvelle qui va rassembler tout le monde. Et si vraiment on n'y arrive pas,
alors le recours au vote, qui doit être considéré comme un échec à s'entendre, et non pas une procédure normale. Le recours au vote ouvert, comme dans les sections parisiennes en 93. Debout, assis ou n'importe quel signe, mais ouvert en tout cas. Justement, je relance la même question. Les sections parisiennes, c'était une organisation. Et il n'y a pas un mot, alors que vous revenez plusieurs fois sur les critiques des révolutions passées, il n'y a pas un mot sur l'aspect soviète, conseil élu, avec des représentants, avec des délégués, parce que c'est ce qui a existé. Vous le critiquez partiellement, mais dans le livre, c'est pas explicitement produit. Je connais pas très bien le fonctionnement des soviets dans les années 17, 18, 19. Je connais mieux le fonctionnement des sections parisiennes en 93. Est-ce que c'était des organisations? Pas tellement. Venaient qui voulaient. Votaient ceux qui étaient là. Il n'y avait pas de représentation. Il n'élisait pas de délégués. C'était l'ensemble de la section qui prenait les décisions. Tant que ça a été vraiment un pouvoir populaire. Après, à partir de l'hiver 93-94, les sections ont été mises au pas. Elles n'ont pas disparu, mais elles ont été bureaucratisées par en haut. Tant que tel n'a pas été le cas, c'était quelque chose de formidable.